Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez en replay également sur bismart.fr chaque jour ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine un peu chahutée sur les marchés et qui se poursuit avec un rebond des grandes valeurs technologiques. On l'a observé hier sur le marché américain au sein du Nasdaq. Le rebond se poursuit aujourd'hui sur quelques valeurs européennes qui ont beaucoup souffert sur la séance de lundi avec le choc DeepSeek qui est encore dans tous les esprits. Ainsi, on voit ASML, la vedette du jour au sein de l'Eurostoxx 50 qui rebondit fortement, porté notamment par des résultats meilleurs qu'attendus. Le rebond de la tech aux États-Unis en particulier a été accompagné justement par les investisseurs particuliers. Quelques données qui sont en train de sortir et qui montrent la frénésie d'achat qui a été déclenchée par la lourde chute de Nvidia lundi, une chute de 17%, on le rappelle, et qui a généré entre lundi et mardi, hier, près de 1 milliard de dollars d'achat d'actions Nvidia par les particuliers, des chiffres et des données de marché qui ont été compilés notamment par l'agence Bloomberg. Est-ce que les particuliers ont eu raison de racheter le titre Nvidia? C'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La tech qui aura encore son quart d'heure de gloire ce soir après la clôture, puisque nous aurons les résultats de Microsoft, Meta ou encore Tesla, et beaucoup d'interrogations sur l'avènement ou non d'un paradigme d'IA low cost. C'est en tout cas le sujet désormais avec le choc DeepSeek et les performances affichées, semble-t-il, par la start-up chinoise en matière d'IA générative. L'autre gros sujet, c'est celui des banques centrales avec une divergence en vue entre la Réserve fédérale américaine d'un côté et la BCE de l'autre. La Fed va maintenir un statu quo à l'occasion de sa réunion qui se déroule en ce moment même et une conversation qui débute sans doute entre Jérôme Powell et Donald Trump, puisque Donald Trump a indiqué ces derniers jours qu'il attendait des baisses de taux de grande ampleur. Ça ne semble pas être le positionnement de la Réserve fédérale américaine à ce stade. Les questions porteront donc sans doute en partie sur ce sujet et seront adressées à Jérôme Powell ce soir. Et puis la BCE, elle, continuera sans doute de baisser ses taux au rythme de 25 points de base à l'occasion de sa réunion jeudi. Le détail de la séance en cours dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons spécifiquement un peu plus encore sur les marchés d'actions européens. Quelle stratégie pour 2025? C'est Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. L'ensemble des marchés européens évolue dans le vert aujourd'hui, à l'exception de l'indice CAC 40. Oui, le CAC 40 est tiraillé entre les valeurs de l'électrique comme Schneider ou Legrand qui reprennent du terrain et les valeurs du luxe qui en cèdent, pénalisées par la publication de LVMH hier soir. L'indice parisien cède quelques points et évolue légèrement sous les 7900 points. LVMH donc, et le secteur du luxe dans son ensemble qui tire le CAC 40 à nouveau vers le bas. Oui, LVMH annonce renouer avec la croissance au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 1% en données comparables à 24 milliards d'euros. C'est au-dessus des attentes, mais la copie est mitigée puisque le résultat net est en repli de 17%. Et après les résultats exceptionnels de Richemont et Burberry, les investisseurs en attendaient plus visiblement. Le titre cède 5%, dans son sillage Kering perd 6% et L'Oréal 2% au cours de la séance. Que dire des valeurs au sein du thème de l'intelligence artificielle? On parle de valeurs tech, mais également de valeurs liées à l'énergie, Pauline. Oui, ce sont surtout les valeurs énergétiques qui tirent le CAC 40 vers le haut après le choc DeepSeek où ces valeurs avaient perdu beaucoup, jusqu'à moins 10% pour Schneider. Aujourd'hui, le titre reprend 5% en tête du CAC 40 et Legrand plus de 3%. De son côté, STMicroelectronics est en hausse de l'ordre de 1% avant sa publication annuelle demain. Aux États-Unis, la tech a rebondi déjà hier. Oui, le Nasdaq clôturait en hausse de 2% hier. Nvidia rebondissait hier en clôture de 9%. Loin tout de même de corriger son plongeon de 17% de lundi. Cet après-midi, l'indice tech ouvre en léger repli. Microsoft faiblit un peu avant sa publication ce soir. Micron gagne 1% à l'ouverture dans le sillage de la publication de ASML. Oui, ASML qui a publié de très bons résultats et qui fait état d'une année record. Oui, l'entreprise de semi-conducteurs néerlandaise fait état de son meilleur chiffre d'affaires sur l'année 2024, plus de 9 milliards d'euros et une marge brute de plus de 50%. Interrogé sur le phénomène DeepSeek, le patron d'ASML estime que tout ce qui peut faire baisser le coût de l'IA est une bonne nouvelle pour lui. Le titre bondit de 7%.
Bon, et puis dans le reste de l'actualité, Pauline, nous avons eu la publication d'un Rémi Cointreau. Oui, en raison de difficultés en Chine et aux États-Unis, le groupe annonce un repli de son chiffre d'affaires de 18% en données organiques sur les 9 premiers mois 2024-2025 et confirme ainsi un plan d'économie. Le titre est en repli de plus de 5% au cours de la séance. Bon, et puis côté Banque centrale, avant la décision et la communication de la Fed, ce soir, on a vu la Riksbank en Suède qui baissait ses taux de 25 points de base aujourd'hui, et puis le Canada qui a rendu également sa décision. Oui, la Banque centrale du Canada annonce une réduction de 25 points de base, ramenant ainsi son principal taux directeur à 3%. Il s'agit de la 6e baisse consécutive pour la Banque du Canada. Gros programme encore pour la journée de demain sur les marchés. Oui, les investisseurs arbitreront les résultats de 3 des 7 magnifiques, Tesla, Meta et Microsoft, publiés ce soir. Demain, on attend aussi les résultats de Sanofi et ST Microelectronics. La décision monétaire de la BCE est attendue, ainsi que le PIB américain et le PIB de la zone euro pour le 4e trimestre. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Régis Béguet est avec nous également, associé et gérant de portefeuille chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Baradez est également à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là, ravi de vous retrouver. Si, c'est la question que j'ai teasée en introduction. Alexandre, comment est-ce qu'on peut y répondre ? Plus de 900 millions de dollars d'actions Nvidia rachetées par les particuliers depuis la chute du titre Nvidia de 17% lundi. Donc sur 2 journées, visiblement de mémoire de broker retail aux États-Unis, on n'avait jamais vu ça. Est-ce que les particuliers ont eu raison de racheter du Nvidia dans cette baisse de 17% lundi ? Je ne suis pas convaincu du tout, même si c'est vrai que nous, en tant que broker, on voit que les 7 magnifiques sont souvent dans le top 10 des actions les plus tradées par les particuliers. Mais après, sur le timing de ce rachat, si c'est un timing tout à fait opportuniste, j'achète et je vends 24 heures plus tard, c'est un smart move, bravo. Si en revanche, c'est de dire c'est l'opportunité d'une décennie, je vais acheter du Nvidia 17% moins cher parce que je pense que ça va faire 50% dans les mois qui suivent, là, je suis beaucoup plus dubitatif parce que de l'aveu même de certains, tiens, aujourd'hui, par exemple, on avait le résultat du Fonds souverain de Norvège. Oui. On a son président qui s'est exprimé donc, sur ces résultats et il dit qu'il a été surpris par l'annonce de DeepSeek. Et donc, responsable du plus gros fonds souverain au monde, qui explique ça, c'est que probablement d'autres présidents et PDG de sociétés ailleurs ont le même constat, c'est qu'il y a un côté un peu disruptif. C'est-à-dire que je pense que les grandes valeurs tech américaines peut-être ne souhaitaient pas que la tech chinoise pouvait aussi rapidement suivre le rythme, voire égaler le rythme avec des coûts beaucoup plus faibles. Et qu'effectivement, quand on entend le PDG de Nvidia dire que c'est formidable parce que c'est... ASML, patron de ASML. Pardon, voilà. Je ne sais pas si le patron de Nvidia a dit que il y a des réactions un petit peu similaires le jour même, mais si on n'a rien à faire à produire autant, voire mieux avec moins, et des puces qui ne sont pas en plus de dernière génération, je ne suis pas convaincu que même pour une boîte comme Nvidia, ce soit une très très bonne nouvelle. Non, on est d'accord. Voilà, et donc j'ai tendance à penser que c'est plutôt une espèce de rebond un peu spéculatif. Ça vient révéler des fragilités qui étaient déjà là dans ces grandes valeurs tech américaines. Souvent sur les marchés, beaucoup d'informations circulent, mais il y a toujours l'idée d'un catalyste, d'un déclencheur, d'une étincelle qui vient embarquer, déclencher un mouvement, etc. Est-ce que c'est ce moment-là ? Peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, j'en sais rien, mais comme vous le dites, DeepSeek, c'est pas une petite histoire, visiblement. Oui, c'est ressemble, parce que quand on regarde finalement le rallye sur la tech, depuis le creux de 2022, donc, qui était une année assez compliquée pour l'ensemble des marchés, le rallye qui a suivi sur la tech, il a été embarqué, le gros surperformeur dans les premiers mois du déclenchement du rallye, c'était le Nasdaq, c'était les valeurs tech, et déjà tiré par ce thème IA. Et ce que les marchés ont salué depuis 2 ans, c'est que non seulement les résultats embarqués étaient très bons, mais que les guidances trimestre après trimestre restaient excellentes. Et là, c'est vrai que les guidances, c'est les projections. Quelles vont être désormais les projections des 7 magnifiques dans leurs dépenses d'investissement notamment ? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant ? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à faire un petit peu attention ? Ça fait penser sous certains aspects à moins grande échelle, mais à ce qui s'était passé pour Meta ou anciennement Facebook avec le métavers. C'est-à-dire beaucoup dépenses dans le métavers, et puis d'un seul coup, on avait fait des économies derrière, on avait licencié quelques personnes aussi. Est-ce qu'on n'est pas dans un moment qui ressemble un petit peu à ça, où finalement on s'est embarqué dans des projections beaucoup trop fortes en termes de dépenses d'investissement, et les actionnaires ont peut-être
demander maintenant où est la rentabilité par un mini reset, quoi. Un petit reset, voilà. Sans revenir complètement en arrière, mais remettre les choses... Oui, et dans un environnement, alors on en parlera après, mais où vous avez en plus des taux américains qui restent relativement élevés, Jérôme Powell qui probablement ce soir nous fera le même discours qu'en décembre. En gros, on fait une pause et tant qu'on n'a pas une bonne séquence de plusieurs mois de baisse d'inflation, etc., statu quo pour l'instant, donc match avec Trump aussi, je trouve que c'est quand même un environnement qui est très challengé entre les décisions monétaires et la partie technologique qui était quand même un gros booster. Et vous l'avez dit aussi, ça ne concerne pas que la tech, c'est-à-dire que les équipementiers, Schneider, Legrand, l'énergie aussi. Donc c'est là qu'on voit comment... C'est tout le thème de l'infrastructure IA. C'est les puces, les serveurs hyperscalers et l'énergie qui est nécessaire. C'est là qu'on voit qu'un thème, finalement, qu'on peut apparenter à un thème très technologique, peut avoir en fait des répercussions en cascade sur des secteurs qui sont un peu moins tech-orientés habituellement, on va dire. Bon, Valérie, force et fragilité du Nasdaq à ce stade-là, comment vous lisez spécifiquement là, cet indice américain aujourd'hui ? Il s'en sort pas si mal. La situation est tellement compliquée aujourd'hui. Moi, je m'intéresse avant tout à ce que les marchés pensent. Et donc, je pensais que Nvidia, le jour où elle donnerait un signal de faiblesse, et en l'occurrence, il y avait un beau niveau de support à 128,80, au-dessus duquel elle était depuis quelques mois, qu'elle a enfoncé avec un gap, qu'elle n'a pas réussi à repénétrer hier. Donc, ça reste baissier, effectivement, à court terme. Je pensais que le jour où elle donnerait ce signal, on aurait un écho relativement fort sur le Nasdaq. Or, le Nasdaq n'a pas donné le même signal, et même le SOX, donc SOX, indice des semi-conducteurs américains, qui est la plus grosse capille, c'est Nvidia, mais elle est, en termes de poids dans le SOX, il y a des caps, on appelle ça des caps, donc des maximums qui sont donnés, des et limites, donc il y a des limites, et donc elle n'emporte pas le gros morceau. Quand même. Donc ça n'a pas cassé de support non plus pour le moment. Donc si le mécanisme des poupées russes se met en place, on sent que le marché n'a pas encore basculé du côté noir de la force. Et que le crack, peut-être, va prendre du temps. Voilà. Je dis peut-être parce que en fait, il y a tellement d'algorithmes sur ce marché qui font tous la même chose au même moment que parfois ils se mettent tous à défaire la même chose au même moment et que tout part en le mot qu'on n'a pas le droit de dire sur un plateau de télé à toute allure. Mais c'est pas gagné. Je suis assez surprise du fait que ça soit pas synchronisé. Et en fait, il y a aussi ce problème de marché de taux quand même qui est très important. Qui illustre la problématique économique, macroéconomique américaine et la façon dont elle va se diffuser dans le monde, qui peut aussi venir équilibrer et qui, pour le moment, met tout en sourdine. C'est qu'on n'a aucune visibilité sur la vitesse à laquelle Trump va mettre en place son programme. Pour le moment, on voit qu'il est surtout intéressé par s'enrichir très, très vite. Ça, il met tout en place très vite. Mais pour le pays, ça va beaucoup moins vite. Oui, la séquence est encore floue. Oui, tout à fait. Et donc, comme la séquence est floue, la séquence de la Fed est floue. Et si la séquence de la Fed est floue, ça veut dire que la séquence des valorisations au sens large du marché américain, elle reste en pointillé. Voilà. Donc, on a encore un certain nombre de déterminants qui sont à découvrir et qui peuvent donner lieu à beaucoup de remous dans les marchés. Et j'ai l'impression que c'est plutôt ce à quoi il faut se préparer parce qu'il y a une dispersion phénoménale. Et donc, ça rend les choses vraiment très compliquées à lire. Alors, bruit, je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. Parce que c'est vraiment l'envie qu'on a en ce moment, vu que les nouvelles sont toutes exceptionnelles. On n'a que des nouvelles exceptionnelles qui se succèdent les unes les autres. C'est-à-dire, c'est quoi que des nouvelles exceptionnelles qui succèdent ? Là, cette histoire de DeepSeek, c'est énorme. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Le Trump Coin, c'était énorme. Le coup de dire on va mettre des droits de douane au Canada et au Mexique, qui sont les deux voisins les plus proches, tout de suite, comme ça, c'était énorme. Enfin, il y a tout le temps des nouvelles qui sont déstabilisantes. Qui viennent prendre un peu à revers, je suis d'accord. Qui prennent à revers. Ouais. Et donc, tout ça, ça crée beaucoup d'émotions. Donc, ça crée un marché dans lequel les gens font un peu n'importe quoi, sincèrement.
Et c'est rarement vraiment le début de quelque chose de solide. majeur. Ouais, j'entends, de majeur. En fait, c'est le début d'une phase de... on est en cours d'une phase de distribution. De toute façon, elle a commencé. Elle est très visible en Europe. Elle est un peu moins perceptible aux États-Unis. Mais le signal d'NVIDIA, c'est quelque chose qui nous dit, attention, potentiellement, on est effectivement en train d'avoir... Ça s'inscrit dans ce schéma, dans l'idée d'une distribution de marché. On y reviendra, Oui, Valérie, on pourra préciser les choses. Mais ça s'inscrit pour vous. Ça vient conforter cette idée d'une phase de distribution du marché, voilà. à définir et à préciser. Mais je fais tourner la parole sur oui, ce thème de l'IA. Alors, est-ce que c'est DeepSeek? Est-ce que ce sera une autre? En tout cas, j'en sais rien. Est-ce que DeepSeek a pillé des données d'OpenAI? Bon, je sais pas, peut-être que ça se terminera devant la justice. En tout cas, pour les investisseurs, ça vient quand même faire résonner l'idée que l'IA pourra être peut-être demain moins coûteuse et peut-être beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Il y a un effet de commoditisation qui peut s'accélérer beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Bien sûr, c'est plus que probable, c'est quasiment certain, ça s'appelle le progrès technique. Et l'IA est un progrès technique en tant que tel, mais au sein de l'IA, il y a du progrès technique. Donc, dans les implications sur les valeurs de tech, donc de faire de l'IA, en gros, avec 10 fois moins d'énergie et des coûts 100 fois moindres, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que vous avez ASML, qu'on l'a cité, ASML, ils ne font pas d'abord directement des semi-conducteurs, ils font des machines qui permettent de produire des semi-conducteurs. Oui. ASML, ils sont sensibles au volume, ils sont sensibles en dérivées secondes au volume des semi-conducteurs qui seront produits et utilisés dans le monde. Ce volume, il est appelé à continuer à croître de manière, si ce n'est exponentielle, en tout cas extrêmement régulière, qui est IA ou qui n'est pas IA, qui est un peu d'IA, qui est beaucoup d'IA, pour la raison que les semi-conducteurs rentrent partout. Dans toute l'économie, dans tous les produits, dans l'automobile, dans tous les objets connectés, dans tout progrès aujourd'hui, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, que ce soit de la production d'énergie, que ce soit du pétrole, tout se fait avec des semi-conducteurs. Donc, et la partie IA dans les semi-conducteurs, c'est un petit volume des semi-conducteurs. Mais donc, avec beaucoup de valeur. ASML, avec beaucoup de valeur quand même. L'impact, il est très très indirect. Et c'est pas tellement ça le sujet. Par ailleurs, ASML a publié aujourd'hui des bons résultats, et c'est aussi pour ça que ça rebondissait, notamment à cause de son carnet de commandes. Ensuite, vous avez les semi-conducteurs eux-mêmes, et puis ensuite, vous avez NVIDIA. NVIDIA, ce ne sont pas des semi-conducteurs, ce sont des puces avec une architecture qui permet de mener plusieurs opérations en même temps, et donc qui sont indispensables à l'IA. À la puissance de calcul. À la puissance de calcul de l'IA. Et donc, là, effectivement, l'impact, il est très direct, parce que si on a besoin de 100 fois moins de puces GPU pour produire le même résultat, effectivement, c'est un impact direct sur le business de NVIDIA. Alors, après, il y a quelque chose qui est bien connu en économie qui s'appelle le paradoxe de Jevons. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais Jevons était un monsieur qui, au 19e siècle, a remarqué qu'entre 1830 et 1865, l'efficacité de la machine à vapeur a très fortement progressé, à telle enseigne que la quantité de charbon utile pour produire une quantité X d'énergie avait baissé des 2/3, avait baissé de 66%. Okay. Sur cette même période, la consommation de charbon a augmenté de 1000%. Donc avec un rendement énergétique amélioré de 66%, on a augmenté la consommation de charbon de 1000% pour la raison qu'on a développé beaucoup plus de... Ça a accru la diffusion. Ça a accru la demande pour ces nouvelles machines à vapeur beaucoup plus efficaces, et donc ça s'est diffusé, et donc on a utilisé in fine plus de charbon. Donc ça s'appelle, c'est bien connu sous la forme du paradoxe de Jevons, qui correspond à ce qu'on appelle aussi l'effet rebond. L'effet rebond, c'est-à-dire qu'avec un rendement amélioré, en fait, on augmente la consommation, mais quand la consommation augmente de plus de 100% de l'amélioration d'efficacité, là on rentre dans ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Okay. Et donc, même pour NVIDIA à court terme, ça peut être une menace. Mais à moyen terme, ça peut aussi être une source de développement. Oui, c'est un peu ce que dit Christophe Fouquet d'ASML. Tout ce qui va démocratiser l'IA par la baisse des coûts, en l'occurrence aujourd'hui,
ça doit être bon à moyen long terme pour jusqu'à ce qu'il y ait une l'ensemble des rupture acteurs. technologique qui fasse ouais. que Nvidia elle-même puisse être remplacée, ce qui arrivera probablement. Mais là, c'est pas une plus tôt rupture, que pour- c'est une amélioration de la c'est pas une rupture. productivité, C'est toujours de la les mêmes puces, productivité c'est toujours de les mêmes l'IA. puces, Oui, je suis d'accord. au départ. Ouais. Voilà. Donc le choc, il est sans doute un petit peu exagéré. Après, il y avait un effet de bulle quand même quand on parle des valeurs énergétiques. Effectivement, Siemens Energy, Schneider, etc. sont des valeurs qui sont quand même devenues extrêmement chères à cause du concept de la demande d'électricité. Et c'est vrai qu'on avait une certaine décorrélation de ces cours de bourse par rapport à leur réalité financière ces derniers mois, et en particulier avec l'arrivée de Trump et les centaines de milliards qu'on allait mettre sur la table, etc. Il y a eu un peu une explosion là-dessus. Le marché c'est un petit peu calmé. Ça, c'est plutôt bien, et c'est plutôt très sain qu'il y a eu cet élément-là. Voilà. Mais donc cette rupture DeepSeek, qui a l'air réelle. Cette percée DeepSeek qui a l'air réelle est probablement un facteur d'accélération de l'utilisation de l'IA plutôt qu'une menace. Alexandre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en l'espace de quelques jours, tous les groupes chinois, en tout cas, ont annoncé. Avant DeepSeek, il y avait déjà eu la maison mère de TikTok qui avait annoncé aussi. Et là, c'est Baba aujourd'hui. Alibaba aujourd'hui. Un peu inaperçu, et aujourd'hui, c'est Alibaba. Donc, effectivement, désormais, c'est les groupes chinois qui se. Tout ça, une semaine après le déploiement, enfin l'annonce du plan Stargate. Oui. Donc il y a quand même aussi peut-être un répercussion à plus grande échelle à mesurer. C'est-à-dire qu'on arrive sur un nouveau terrain de conflit États-Unis-Chine, il y en a plusieurs, mais ça c'est un nouveau terrain de conflit. Le technologique a toujours existé comme terrain de conflit, mais celui-ci, plus particulièrement maintenant, vu que c'est presque un affront pour Trump, on annonce 500 milliards, et moins d'une semaine après, on se prend une claque par DeepSeek, qui est une start-up à 6 millions de dollars. Oui, ça c'est la légende. On verra si la légende tient, combien de temps il tient. Voilà. Mais alors après, c'est un constat peut-être de rotation aussi, peut-être un peu intéressant. C'est-à-dire que ceux qui étaient très très pondérés en valeur US et tech US, quand on voit la tête des marchés chinois, par exemple, des indices chinois, vous avez, si effectivement ces avancées sont bien concrètes et que ces groupes chinois arrivent à commercialiser ça à des prix inférieurs, ça peut redonner un peu de lustre à des indices comme le Hang Seng ou autre, qui avait perdu depuis 3 ans pas mal de terrain, qui tentent de rebondir systématiquement dès qu'il y a une annonce de soutien un peu macro côté chinois. Et là, on arrive sur le thème un peu micro, qui peut être la couche en fait de soutien supplémentaire avant que tout reparte un peu plus fortement, la macro, etc. Donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir. C'est des valeurs qui se payent 2 fois moins cher, grosso modo, mais que les valeurs de Nasdaq. Un peu l'idée d'une mécanique de vase communicant. Peut-être, attention, des faiblesses ou des fragilités révélées aux États-Unis qui peuvent redonner un peu de lumière ou un peu d'intérêt en dehors de ce marché américain dominateur, tout-puissant, exceptionnel. Oui, on l'a vu sur une micro-échelle, mais le jour où le Nasdaq, dès le matin, les futurs Nasdaq étaient à moins 4%, c'est-à-dire lundi, on avait un Hang Seng qui, lui, était à plus 1 et quelques. C'est pas non plus plus 5, mais voilà, on sentait que ça tenait quand même pas trop mal, alors qu'habituellement, quand il y a une vraie problématique tech à l'échelle mondiale, toutes les valeurs tech baissent partout, Europe, États-Unis, Chine. Là, c'était pas le cas. Donc peut-être qu'il y a un peu d'opportunité qui apparaît de ce côté-là. Et pour l'Europe, peut-être aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des opportunités par rapport aux valorisations. Si là, effectivement, là, le thème, il est maintenant là-dessus, sur les valos de ces groupes américains. Si on considère qu'effectivement, on est trop surpondéré sur ces valeurs-là, on peut retrouver quelques opportunités en Europe, un peu moins chères, un peu diversifiées. Alors, je ne suis pas convaincu, par contre, que si on a un stress de marché là, au premier trimestre, au deuxième, un peu plus conséquent sur la partie américaine, genre moins 10, moins 15, par exemple, normalement, l'Europe, il sera quand même un petit peu sensible, parce qu'historiquement, c'est le cas. Mais peut-être que sur un CAC 40, par exemple, ça ne ferait pas retomber si le marché US lâche 15%, peut-être qu'on ferait un moins 7 ou moins 8, par exemple. Donc, on a quand même l'impression que des indices comme le CAC, moins sensibles à la tech en plus, peuvent tirer l'épingle du jeu de ce genre de situation. Ce qui est intéressant, c'est que lundi, sur la séance de lundi, un S&P équipondéré, chaque valeur a le même poids, termine quasi flat. Oui. Phase de distribution, donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que vous disiez, Valérie, s'il faut se familiariser avec ce concept, si c'est le schéma de marché qui nous attend là au moins pour quelques temps, qu'est-ce que ça veut dire et comment on trade une phase de distribution? C'est l'horreur. On vend les banques. Ah, on vend les banques en Europe là? On vend les banques partout. Ah bon? Ouais, si c'est une phase de distribution, on vend les banques. Ah bah alors, je dis pas que ça va baisser demain. D'accord, mais je veux bien que vous expliquiez ce que ça veut dire, phase de distribution, effectivement, ce que ça implique pour un marché comme le marché européen. Parce que les banques, ça fait 3 ans que ça surperforme. Là. Oui. Oui. Ouais. Une phase de distribution, c'est une période au cours de laquelle un indice forme un sommet. Quand les indices montent,
on appelle ça le momentum, mais en gros, ça correspond au côté copieur ou mimétique qu'a l'être humain, de vouloir avoir en portefeuille et d'être obligé d'avoir en portefeuille ce qui a déjà monté, parce que le client dit bah oui, mais moi, mon copain, il a gagné de l'argent, moi, j'en ai pas, donc on en met. Donc, en fait, ce momentum, ça a une vie très longue. C'est très difficile d'épuiser le momentum. Et donc, pour former le sommet, il ne faut pas croire que tout se met à baisser en même temps. En fait, dans les marchés, il y a les secteurs qui surperforment. Et les secteurs qui surperforment, ils ont d'abord une première phase de faiblesse, puis après, ils repartent. Et il y a un moment où ils se mettent à baisser. Et quand ces secteurs qui ont été les plus forts se mettent à baisser, ça, c'est mauvais signe. Et il faut que quand ils se mettent à baisser, on ait déjà eu un certain nombre de secteurs qui aient déjà donné des signaux de retournement. Donc, par exemple, en Europe, le luxe, il a déjà donné beaucoup de signaux de retournement. On a eu une reprise qui est peut-être en train de s'achever, là. Déjà pour moi, on a fait un paquet de niveaux, c'est pile poil nickel le moment où ça devait s'arrêter, ça se passe. Voilà. Donc, le luxe, il va pas pouvoir reprendre le flambeau qu'il a eu, pas pendant très longtemps, mais disons pendant un mois et demi, quoi, en gros. Ouais. Et donc, si les valeurs donc ça, c'est les faibles, elles sont reparties en baisse. Et si les fortes, elles n'arrivent pas à prendre le relais, Je comprends. En fait, on va manquer de soutien. Alors, tout ne s'effrite pas en même temps. Et donc, dans ce type de marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être super contrariant. C'est pour ça qu'il faut vendre les banques. Ah ouais. Parce qu'en fait, il n'y a plus qu'un truc qui monte. Ouais, c'est ça. C'est le seul secteur encore un peu leader, un peu fort, quoi. Oui. Ouais. Absolument. Donc, Et donc, les probabilités de voir ce secteur fort, lui aussi, à un moment s'effriter, s'affaiblir, elles sont en train d'augmenter. Nécessairement, c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, il y a un moment où les banques doivent baisser. À ce moment-là, peut-être que c'est la santé qui va monter ou l'énergie, parce que souvent, banque énergie, ça s'arbitre. On a eu un moment qui était vraiment anti-banque, anti-énergie en 2018-2019, quand on avait des taux qui étaient bien sous sûr. les tapis. Oui. Mais sinon, dans un marché qui a des taux et une pente de taux, une courbe de taux à peu près normalement constituée, ce sont des secteurs qui très souvent s'arbitrent au moins en termes de performance relative. Donc voilà, on a peut-être encore un mois et demi, mais je pense qu'au premier trimestre, il faut se... C'est l'enjeu du premier trimestre pour vous? Oui, pour moi, c'est l'enjeu du premier trimestre. Traverser cette phase de distribution, comme vous dites. Il faut prévenir, il faut construire son portefeuille pour se préparer à quelque chose de plus lent. Et en fait, sur le secteur bancaire européen, on a eu une hausse fabuleuse, mais à quelques pourcents devant nous, on a des niveaux qui sont absolument considérables aussi à franchir. Donc, la probabilité pour qu'on les franchisse durablement, elle est pas énorme. Basse. Ok. Tiens, on a parlé de la santé. Secteur que vous aimez bien, Régis. Alors, qui connaît quand même un certain regain d'intérêt depuis la deuxième partie de l'année 2024. Ouais. Alors, je veux bien qu'on m'explique. Moi, c'est vrai que dans la santé, la santé, il y a beaucoup de choses. Il y a les grands labos, de la biotech, etc. Les stars de la santé, en tout cas dans le secteur, ça a été Lilly et Novo, qui ont connu quand même un petit coup d'arrêt. Alors, partant de là, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce secteur? Précisément, si on vient sur l'Europe, mais c'est un peu vrai aux États-Unis avec Eli Lilly, Novo Nordisk a attiré à ce point tous les projecteurs qu'il y avait très peu d'intérêt pour d'autres valeurs de la santé et de la pharma en particulier. Il y a eu quand même une très belle performance d'une valeur en Europe qui s'appelle UCB, qui a eu une performance remarquable, mais c'est vrai que globalement, le secteur a été assez tenu à l'écart. En partie à cause des projecteurs qui étaient attirés sur Novo Nordisk. Quand Novo Nordisk a commencé à montrer des signes de faiblesse, ça a commencé en fait pendant l'été, où finalement on attendait que la production de GLP-1 soit suffisamment abondante pour répondre à la demande, et puis ça s'est produit. Enfin, la production était finalement donc beaucoup investi dans la production. Et puis finalement, à ce moment-là, la demande n'a pas continué sur sa lancée. Puis il a commencé à y avoir des inquiétudes sur le prix. Il a commencé à y avoir un peu des questions de prix. Et puis ça s'est très mal terminé en 2024 avec le prochain produit de Novo Nordisk qui s'appelait CagriSema, et sur lequel il y avait une étude sur laquelle le marché misait sur une baisse de poids
de 20%, de 25%, de 25%, et qui est tombé à 22, 22,7. à 22,7. Je vois que... Bah non, je suis. à 22,7, absolument. 1,3 points d'écart, 2,3 points d'écart. 2,3 points d'écart, c'est beaucoup parce que 22,7, ça nous rapproche du produit qui existe déjà sur le marché, qui est celui des Lili. Et par conséquent, là, il n'y avait plus cette différenciation. Et ce qui est le gros problème de Novo Nordisk, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que Novo Nordisk fait 90% de son chiffre d'affaires sur un produit qui s'appelle le sémaglutide, dont le brevet va commencer à tomber à partir de 2026. D'accord. Et tombera définitivement partout donc en là, 2032. il y a quand même une course de vitesse par rapport à ce mur de brevet. Avoir des produits relais, bien sûr, si vous voulez, pour justifier le niveau de valorisation, pour pouvoir se projeter dans la pharma. On se projette très loin. On se projette à 10, 15 ans, avec une très bonne visibilité. Mais après, il faut quand même renouveler son pipeline. C'est le problème de toutes les pharmas. Et là, sur Novo Nordisk, il y a quand même une grosse question. Et donc, plus généralement, sur les pharmas en Europe, qui étaient tombés à un niveau de valorisation très bas, on retrouve de l'intérêt. On retrouve de l'intérêt pour d'autres pathologies aussi que le surpoids et l'obésité, qui certes sont des grandes questions, mais il y a plein d'autres questions quand même dans la santé qui avaient été effectivement un peu occultées par l'obsession un peu de buzz. sur le... Il y a eu 2 ans de buzz massif sur les GLP-1. De croissance évidemment très très forte aussi, qu'il faut pas nier. Et des avancées médicales spectaculaires. Enfin, je veux dire, rien n'est remis en cause de ce point de vue-là. Spectaculaire, je ne sais pas si c'est spectaculaire, mais... J'en discute avec d'autres qui trouvent ça spectaculaire. Mais vous savez, sur la protection du cœur et du rein, les SGLT2, qui existent depuis 8 ans, qui sont 5 fois moins chers que les GLP1, arrivent au même résultat, ont exactement le même résultat. Donc, voilà, il y a eu quand même beaucoup d'agitation. On réinvente un peu la roue. Autour de quelque chose qui était sans doute, à mon humble avis, moins majeur que ce qu'on a bien voulu dire à un moment donné. Bon. Voilà. Mais pharma, santé peut retrouver de l'intérêt dans le contexte. Pharma santé a des niveaux de valorisation qui sont au plus bas depuis 2008. Qui ont été... Ah oui, pardon, c'est ça que je voulais aussi dire quand même, c'est qu'effectivement, après l'élection de Trump, on a eu le buzz négatif autour de RFK. Il est en train de passer son audition de confirmation en ce moment-là. Et ce buzz s'améliore nettement sous 2 aspects. Premièrement, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il soit nommé. Et deuxièmement, c'est que pour être nommé, il va être obligé de mettre, si je puis me permettre en parlant de pharma, beaucoup d'eau dans son vin, notamment sur son message extrêmement négatif autour des vaccins, qui avait quand même beaucoup pesé sur l'ensemble du secteur. Et puis, message négatif un peu sur un peu tout. Il va être obligé de se lisser un tout petit peu s'il veut passer la barre, et c'est pas du tout lui qui passe la barre, et donc ça rassure quand même le marché. Historiquement, la pharma est quand même plus proche des républicains que des démocrates, donc c'est vrai qu'il y avait un côté un peu paradoxal dans ce discours très anti-pharma de RFK nommé par Trump. Voilà. Bon. D'autant que Trump a été un gros promoteur du vaccin quand même à son époque. Le grand pas l'oublier. Non mais le grand promoteur mondial. C'est quand même parce qu'il y a eu beaucoup d'argent mis par Trump vraiment sur avec la Boris table. Johnson. Ils sont les 2 personnes qui ont vraiment beaucoup poussé ce développement de vaccins. Donc c'est vrai qu'on était quand même dans un... Et par ailleurs, si on veut aller jusqu'au bout, RFK est aussi quelqu'un qui est très hostile aux pesticides, etc. Or, Trump a été élu par les États qui sont les plus grands utilisateurs de l'ensemble de l'agrochimie. Simplement qu'il s'appelle Kennedy et que ça faisait bien d'avoir un Kennedy dans un cabinet. Non, mais il a vendu ses voix à Trump. C'était plus simple. On a compris. Voilà. Puisqu'on parle de Trump, parlons de Jérôme Powell et de la Fed. Alexandre, bon, statu quo ce soir, mais je disais, c'est peut-être le début d'une conversation. Alors on verra jusqu'où elle peut se muscler entre Trump et Jérôme Powell. Oui, c'est... Donald Trump l'a fait comprendre il y a moins d'une semaine, et à 2 reprises d'ailleurs, il allait demander des baisses de taux. Donc on a bien compris que c'était quelque chose pour lui du premier semestre. C'était pas fin de l'année. Et face à ça, on a en tout cas le dernier discours qu'on ait, c'est celui de décembre de la Fed, avec des projections, et des projections qui ont été largement rabotées en termes de baisse de taux anticipées par rapport aux projections de septembre dernier. Et encore une fois, on voit mal comment dans l'intervalle de 2 projections, donc c'était décembre et dernière, prochaine en mois de mars, on voit mal comment dans ce laps de temps-là, le discours de Jérôme Powell changerait. On a eu
vu un seul chiffre qui est un peu dans son sens, mais de 0,1% de mieux sur l'inflation core CPI. Et là, le marché s'est enflammé, c'est absolument formidable, mais c'est que 0,1% de mieux sur un CPI qui oscille entre 3,2 et 3,3 pour être précis depuis 6 mois consécutifs, donc depuis 2 trimestres. Donc je vois pas pourquoi une seule donnée de prix, on verra vendredi ce qu'il en est avec le PCE, mais pourquoi une donnée de prix? Déjà, il n'a pas celle de vendredi, donc, ou alors il l'a, et elle est très très bonne, et il va adapter son discours ce soir. Mais je pense qu'il faut un set de données sur l'emploi et les prix. Et il me semble qu'effectivement, oui, on a toutes les caractéristiques pour qu'il y ait un début de clash entre Trump et Powell. On va le souhaiter ce soir. Un set de données et un peu plus de clarté sur la séquence Trump. Hein. C'est ce qu'il disait en décembre, ou à le meeting d'avant. On ne spécule pas, on n'imagine pas. Alors évidemment, certains ont commencé à intégrer du Trump dans leurs données. Chacun est responsable de ses choix, mais du point de vue de la gouvernance, en tout cas sous la direction de Jérôme Powell, il n'y a pas, dans la communication officielle, d'anticipation ou de spéculation trop forte dans la prise de décision. Il n'a pas dit lui, mais effectivement, il a fait comprendre que des membres au sein de la Fed et dans la projection, inclus dans la projection, notamment en partie de taux, les anticipations du politique tarifaire qui allait arriver. Alors effectivement, le fait qu'il ait après moins tapé sur l'Europe et sur la Chine, est-ce que ça va un petit peu edger le sentiment de certains membres de la Fed, mais sauf qu'il a tapé quand même très fort sur les voisins immédiats avec lesquels les volumes sont extrêmement importants aussi. Donc je pense que l'environnement n'est pas là pour que Jérôme Powell soit plutôt sympa. Je pense que le discours sera la même teneur qu'en décembre, qui était un discours, on se souvient, le somme historique du S&P 500 a été fait à ce moment-là, et dans la foulée, le mercredi soir sur les marchés US, il y a eu 3-4% de baisse, et ensuite le marché avait mis du temps à se rattraper avant le chiffre d'inflation CPI, on monte, et ensuite l'effet DeepSeek. Donc il y a eu 2 gros chocs en 2 mois, le discours de la Fed et le côté disruptif de DeepSeek. Et ensuite, il y a un deuxième élément qu'il faudra surveiller, je pense. C'est tout à l'heure, Valérie, tu parlais de la courbe de taux. C'est vrai que le redressement de la courbe de taux US, la repentification, quand on regarde le 2 ans, 10 ans, on commence à arriver au degré de repentification où sur les phases précédentes, c'est-à-dire post-subprime, ou au moment subprime et au moment crise Internet et même début des années 90, c'est dans ces zones-là de repentification que les phases de récession de l'économie américaine ont commencé à être observées. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ce que nous aurons cette fois-ci, mais simplement le track record montre que dans ces zones de repentification-là, c'est là que le ralentissement économique peut se produire. Et donc, il va falloir surveiller quand même, d'un côté, le rythme des baisses de taux qui a été donc amenuisé. Il va falloir surveiller la dynamique macro-américaine. Cet après-midi, des chiffres, par exemple, on n'a pas trop parlé de ça, mais par exemple, les stocks aux États-Unis, de grossistes notamment, c'est le plus fort repli qu'on a eu depuis pas mal de temps malgré tout. Et on regarde la Fed d'Atlanta qui met à jour son modèle régulièrement. Un jour sur l'autre, là il était à 3 et quelques. 3,2 hier et 2,3 depuis ces derniers chiffres. 2,3, ça reste comme ça, c'est merveilleux. Ça reste demain, enfin cette semaine en tout cas. Voilà, donc c'est pas des mauvais chiffres, mais la dynamique de la macro-américaine est très importante parce que si le marché a l'impression que les taux vont rester flat, higher for longer malgré tout, malgré 100 points de base, mais qui reste haut quand même, et que la macro derrière, et que Jérôme Powell est un peu coincé parce qu'il peut pas aller plus vite sur les baisses de taux, peut-être qu'il y a un petit effet ciseau qui sera un peu désagréable pour le marché. Donc je le mets en plus dans le genre d'argument favorable à un peu de drawdown de 10-15% sur les marchés américains au moins au premier semestre. Sur le mouvement de courbe, tout dépend ce qui bouge, comment ça se repentifie. Est-ce que ça baisse par les taux courts, est-ce que ça se pontifie par les taux longs, les taux réels ou pas, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de multiples manières de repentifier les courbes là-dessus. Alors Valérie, puisque ça fait partie un peu des grands points d'interrogation du moment dans l'analyse. C'est ce qui, moi je commence toujours par croire ce que pense, enfin j'essaye d'aligner ma vision macroéconomique sur ce que les marchés obligataires me disent. Parce qu'en général, ils sont un petit peu plus cohérents, mais là, ils ne le sont pas du tout. Alors, je suis très, très embêtée parce qu'en fait, la courbe des taux américaines s'est pontifiée, mais à moitié à cause de la baisse du 2 ans et à moitié à cause de la hausse du 10. Alors qu'en Europe, elle s'est pontifiée à cause de la hausse du 2 et du 10. Alors, c'est à mourir de rire, parce que s'il y a un endroit où on ne va pas monter les taux, c'est en Europe. Alors, sauf si le marché se met à croire que Trump va dire à Powell, vous baissez les taux, et puis à toutes les banques centrales, vous vendez du dollar. Alors, d'accord, mais ça... Il veut un dollar plus faible. Oui. Et le dollar plus faible, ça peut passer effectivement par des devises partenaires plus élevées. Je pense que parmi ses conseillers, il a des flatteurs, parce que plus on veut un pouvoir fort et plus on est entouré de flatteurs, et il y est condamné, qui lui ont dit, mais oui, on va faire ce qu'on avait fait avec les accords du Plaza, on va faire pareil. Mais alors là, je rigole. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que les accords du Plaza, ça s'est passé après une hausse de l'inflation absolument phénoménale et au tout début de la baisse, et alors que l'inflation s'est effondrée et qu'on avait une croissance économique énorme et que la dette américaine n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, croire qu'il va pouvoir refaire ça,
c'est quand même vraiment très compliqué. Il n'y a que les Japonais qui veulent bien. Oui. À la limite, Ouais, les Japonais sont ouais. d'accord. Mais enfin, les Faut Japonais... pas que le c'est un- yen explose trop à la hausse non plus. Hein, mais... En même temps, là, en ce moment... Oui, on ils ont de la un petit peu marge. le yen, Ils ont de ça- la marge. Ça les arrangerait D'accord. dans Oui. certaines proportions. Mais bon, le yen, je ne sais plus ce que c'est du commerce extérieur américain, mais c'est... très petit et surtout ça bouge pas. C'est très stable comme évolution. C'est 4%. Tu dois savoir ça par cœur. Non, ça, on a pas Enfin, bon, c'est stable depuis 10 ans. C'est pas un pays qui les dérange particulièrement. Ouais. Donc voilà, il y a cette problématique où le marché obligataire, je crois, ne sait pas où il habite parce qu'il est encore extrêmement divisé justement sur la façon dont ces forces vont s'équilibrer. Et donc... pour le moment, je vois pas très bien. Enfin, on va pas avoir la solution en 2 jours. Hein. C'est pas parce que. Mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de savoir si on a des taux longs qui cassent les sommets qu'on atteint. Continue à monter ou pas. D'accord. 2017, le dollar a pas mal baissé, hein, quelques mois après l'élection de Trump. Oui, il a commencé par monter, puis après il a baissé. Oui, oui. Oui, tout Ah à ouais, fait. ah ouais. Oui, mais enfin bon, c'est pas pour ça que ça va se repasser. Ah non, mais C'est non, pas- non, mais... Enfin, moi, je n'ai jamais vu un gouverneur de banque centrale qui ait réussi à fixer le taux de change qui lui convenait. Pendant 3 jours, hein, Oui. ok, mais parlez-en à tous les gouverneurs. Non, de la les Banque interventions nationale, généralement la Banque sont du Japon, ils vont- vouées à l'échec, oui. Ils ou, ont beaucoup transpiré. à moins sur ce sujet. d'interventions très Et que- coordonnées, effectivement, généralement, ça dure pas c'est plus- très très ça- longtemps. voilà. Ça Et envoie donc, un signal, on va dire. Un président, Mais, ouais. faut pas y croire. Bon, sur ces enjeux, puis je rebondis sur ce que disait Alexandre sur les tarifs. Là, il y a une interview dans Bloomberg de Chrystia Freeland, qui est la femme politique canadienne qui pourrait prendre la succession de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral et donc peut-être devenir première ministre canadienne. Elle a une vision de Trump très claire. Elle a échangé avec l'administration Trump et tout. La vision sur les tarifs, elle dit, je comprends que c'est très clair dans sa tête. Il veut, à travers les partenaires, démontrer sa puissance à la Chine. C'est-à-dire que l'idée, c'est je vais taper sur mes alliés, Canada, Mexique, et effectivement, c'est pas ceux dont on imagine. Mexique peut-être, mais Canada, c'était pas dans les cartes et pas dans le programme de Trump. Taper très fort, montrer qu'on peut être très méchant avec des gens qui sont pourtant des partenaires et des alliés historiques pour envoyer un message à la Chine en disant regardez, si on est capable de faire ça avec les gentils Canadiens, elle le dit à peu près comme ça. Imaginez ce qu'on peut faire avec vous. Bon. C'est Trump, quoi. C'est possible. Je ne sais pas si ça fonctionne à l'arrivée, mais en tout cas, c'est une manière de lire Trump qui est peut-être pas complètement en dehors des clous. Mais cette affaire de tarifs, c'est un petit peu comme RFK, ça ne sert aucun en réalité de ses intérêts. Donc je comprends que en réalité c'est un argument électoral. Et voilà, il fait beaucoup de buzz autour de ça. Je suis convaincu qu'il ne fera pas le quart du tiers du commencement. Entre la publicité qu'il en fait et la annonce sur les réalité, tarifs. vous dites qu'il y aura un Et écart ça va être majeur. Énorme. Pour la raison que, d'un point de vue de l'économie américaine, ces tarifs n'ont strictement aucun intérêt, ni les uns ni les autres. On parle de la force du dollar. Pourquoi le dollar est si fort? À cause de la menace des tarifs qui affaiblit les devises émergentes. Première raison. Deuxièmement, à cause de l'inflation, évidemment, que créerait l'émergence de ces tarifs, qui ferait de l'inflation aux États-Unis, qui renforcerait donc la rémunération, enfin qui obligerait la Fed à monter ou à garder des taux élevés, et donc augmenterait la rémunération du dollar, et donc aurait un effet aussi positif sur le dollar. Alors après, à terme, l'inflation, normalement, ça finit par dévaluer la devise. C'est Mais boom à court bust, terme, ça peut... à court terme, ça aura un effet positif. Et ensuite, quand on y réfléchit 2 secondes, ça sert les intérêts de qui, les tarifs? C'est pour favoriser qui? Parce que les États-Unis sont dans une situation qui est extrêmement différente de l'Europe. L'Europe, on parle de tarifs, par exemple, dans l'automobile électrique. Pourquoi? Parce qu'on fait des réglementations où on force les clients à acheter des voitures électriques. Et il se trouve que les Chinois sont plus performants que les Européens dans les voitures électriques. Donc on dit, ah bah oui, mais alors on ne peut pas sponsoriser les Chinois, donc on va faire des barrières tarifaires. Mais aux États-Unis, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est en situation de plein emploi. On est en situation où il y a plutôt encore, je parle sous le contrôle de mes amis économistes, de la pression sur les salaires. Personne n'est économiste ici, hein, mais c'est pas grave. Oui. On a tous 2-3 notions. De la pression haussière sur les salaires. Donc, je suis d'accord. À part comme un slogan et un argument électoral,
Quel est l'intérêt de mettre des tarifs un sur point la qui est Chine, différent. sur le Mexique? Si vous voulez avoir moins de Mexicains aux États-Unis, le mieux à faire, c'est d'avoir une économie mexicaine qui soit dynamique pour que les Mexicains aient envie de rester chez eux. Donc, le L'aspect mieux à négociation faire, c'est de transactionnelle, délocaliser j'entends. le plus possible au Mexique. Il y a un Vous voyez, point c'est qui est complètement différent par rapport à la illogique, en première fait. guerre commerciale, c'est qu'il crée à côté de l'ARS, le service des revenus internes, il crée le IRS, le service des revenus externes. Ce service des revenus externes doit être alimenté par la manne des tarifs qui vont rapporter des milliers de milliards qui vont servir à financer les baisses d'impôts, à garantir une forme de statu quo budgétaire, voire à se désendetter. C'est ce qu'il dit à Davos dans son speech à Davos. Donc, en fonction de son public, il s'adapte. Mais en tout cas, il voit les tarifs comme une ressource fédérale qui permet de baisser les impôts pour l'Américain de la working class qui a voté pour lui. C'est supposé, comme nos amis politiques français, supposer qu'on n'a aucun impact quand on impose un tarif, et donc de la même manière que quand on propose un impôt. C'est supposer qu'il n'y a pas un rendement décroissant de l'impôt comme un rendement décroissant des tarifs. Et donc, voilà, moi je pense que la logique, le principe de réalité l'emportera sur les slogans politiques. En tout cas, c'est vrai, pour conclure avec vous, Alexandre, là-dessus, l'incertitude déjà génère des effets de marché peut-être même plus importants qu'une annonce de tarif au final. Oui, des effets de marché, mais après, ça a aussi des vertus. C'est-à-dire que Trump, à chaque fois qu'il a été élu, en face, ça réagit. L'Europe, ça réagit. On a vu là, c'est la divulgation aujourd'hui un peu de la ligne de route de l'Europe, etc. Donc, de simplification, réduire les charges administratives, etc. Alors, ça se fera à la vitesse de l'Europe comme d'habitude, mais c'est quand même pas mal parce que ça, pour les marchés, ça peut être, je dis pas tout de suite, mais c'est des horizons peut-être de 2 ans, 3 ans. Une fois que la mousse Trump sera un peu évacuée, si vous avez un euro qui n'est pas très élevé, des taux européens qui ont une baissée avec la BCE, et que vous avez en plus d'un petit, je dis pas un choc de simplification, le mot choc en Europe c'est assez rare, mais un début de processus de simplification. Il y en a eu des chocs, mais, pas les bons. Il y a des pistes que je trouve, c'est bien d'entendre l'Europe parler de ça. Il y a 2 choses qui m'ont intéressé aujourd'hui. Première chose, c'est donc cette commissaire européenne au service financier qui dit on peut, en gros, entre bonne volonté européenne, former des groupes. Si on veut faire une union des marchés de capitaux, on peut le faire. Elle n'a pas dit ça comme ça, mais on peut le faire à 4 ou 5 si on a envie, sans que la Commission se mêle de ça. Et on peut le faire. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment intéressant du point de vue juridique déjà. Et deuxième point, c'est le ministre allemand de l'économie ou des finances, Habeck, qui expliquait que la situation actuelle fait que la question du frein à la dette de l'Allemagne ou autre devait être réfléchie, et on sent que ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Ça a été dit depuis 2-3 mois déjà. Donc je pense qu'après législative, il y aura des choses plus positives en Allemagne qui vont émerger. Je vous renvoie à l'émission d'hier. On avait une économiste allemande de Bank of America, Merrill Lynch, qui nous racontait la séquence qui va suivre les élections allemandes. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qu'elle raconte. Tout ne prendra fin qu'au moment où la Bavière rentrera de vacances scolaires de l'été. C'est le dernier land à revenir de vacances. Ah mais non, mais il faut écouter toute la séquence. Donc il ne se passera rien avant septembre. Voilà. Ouais. Au minimum. Mais il peut se passer quelque chose en septembre, je ne dis pas l'inverse. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Gastaldi, Debaïdet, Alexandre Baradez, IG et Régis Béguet, Zadig Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes et du bon début d'année des actions européennes. Nous en parlons avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Grégoire. Effectivement, séquence intéressante. Alors je ne sais pas de quand on la date précisément. C'est vrai que souvent on regarde les compteurs depuis le 1er janvier, c'est-à-dire sur 4 semaines de l'année aujourd'hui. J'ai du mal à parler de surperformance des actions européennes. J'aime bien l'idée d'un rattrapage, d'une reprise, mais c'est vrai quand même que sur quelques semaines, avec en plus un euro qui s'est un peu réapprécié, on arrive à faire mieux que d'autres indices, à commencer par les indices américains. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette séquence ? Et c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur les fondamentaux, comme on dit, du marché d'actions en Europe. Roland. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, parce que je suis responsable de la recherche stratégie Action Europe. C'est votre camp. Exactement. Donc, effectivement, ça fait pas mal de mois, même d'années maintenant, qu'on a une sous-performance systématique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Il ne faut pas s'enflammer, ça fait un mois, mais on sent effectivement quand même qu'il y a des questions, des investisseurs qui commencent effectivement à se poser des questions sur la place que devraient avoir les actions européennes à nouveau dans un portefeuille diversifié, global. C'est vrai qu'on aime bien remettre les compteurs à zéro au 1er janvier.
Bon, là, on a quasiment fini le mois, donc on peut dire que les actions européennes ont gagné le premier round. Ouais. Mais ça va être un long match. Il va être un très long match. Il va y avoir 12 rounds pour continuer à être au-dessus des marchés actions américains. On a senti aussi avec DeepSeek que ça peut aussi tergiverser côté américain, que peut-être que les valorisations commencent à être un petit peu tendues, qu'il y a beaucoup d'attentes. Et au-delà de la valorisation, je trouve que la problématique, c'est le positionnement. Tout le monde est aujourd'hui... Dire que c'est pas cher, il n'y a rien de neuf sous le soleil, quoi. c'est pas cher et c'est au plus bas historique. Ouais, on aurait pu déjà sortir l'argument en 2024, en 2023. En 2022, lendemain de la guerre, on a eu un décrochage, l'Europe par rapport aux États-Unis encore. Donc on voit que l'argument de valorisation, un jour il va fonctionner, c'est sûr. Mais on a besoin d'avoir des catalystes. Et si on regarde le positionnement juste là-dessus, Roland, effectivement, vous avez quand vous dites on a de plus en plus de clients qui s'interrogent, qui réfléchissent à la place des actions européennes dans leur allocation, ça c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que ces derniers mois, on ne se posait pas vraiment cette question-là. Tout à fait. Et c'est surtout, je pense, après la performance exceptionnelle qu'il y a eu sur le marché américain, si vous étiez déjà très fortement pondéré marché américain début d'année 2024, fin d'année 2024, après la performance que vous avez eue, vous avez encore un biais plus important. Et donc là, effectivement, certains commencent à dire... Il faudrait peut-être que je réduise mon biais américain. Alors je dis pas, attention... non, mais c'est une gestion du risque. Tout à fait. Ça. Quand vous avez mais bien sûr. Dans le MSCI World, c'est maintenant 70-75%. J'ai entendu 73, moi. Voilà, donc c'est le chiffre entre les deux. Ça fait quand même, on se dit, est-ce qu'on a envie d'avoir... Est-ce que je vais jusqu'à 100%, quoi? Sachant que dans le marché américain, dans les indices américains, il y a une concentration aussi. Donc il y a une double concentration géographique d'abord, donc vous êtes très US, et ensuite à l'intérieur de votre poche US, vous êtes sur les grandes valeurs tech. Mais ça veut dire, parce qu'on va parler des catalystes potentiels qui pourraient faire tourner ce positionnement ou qui pourraient convaincre ceux qui réfléchissent à redonner de la place à l'Europe, les convaincre définitivement de le faire. Le premier argument, c'est peut-être le risque qu'on porte en étant sur le marché américain, exposé dans cette ampleur-là sur le marché américain. C'est-à-dire, le premier avantage dans ce match de boxe en 12 rounds, c'est ça, c'est peut-être la faiblesse de l'adversaire. Ou l'idée que l'adversaire peut à un moment, enfin que le marché américain, j'appelle ça l'adversaire, mais que le marché américain pourrait subir à un moment peut-être une faiblesse ou révéler certaines fragilités. Si on prend, si 2025 c'est copier-coller de 2024, d'accord, la croissance des BPA en Europe, on est en train d'avoir le dernier trimestre, donc c'est pas le dernier chiffre, pour l'instant sur les 3 trimestres publiés, c'est 1%. Aux États-Unis, c'est 10%. Donc, je veux dire que les valorisations ensuite reflètent cet écart de croissance, qui est quand même important. Donc, oui, effectivement, l'écart devrait continuer à se creuser. Maintenant, il faut se poser aussi des questions. Est-ce que les États-Unis vont continuer à délivrer une croissance aussi forte ? Ça, c'est le premier point. Est-ce que l'Europe peut aussi surprendre ? Et puis, sur les valorisations, moi, je pense que il va y avoir à un moment une recherche de diversification. Les investisseurs ne peuvent pas rester avec des portefeuilles qui sont aussi tiltés exactement US. Alors, attention, parce que là, du coup, l'Europe peut être aussi en concurrence avec une place asiatique. Le Japon, on sait que c'est value aussi. La Chine a eu une très forte correction. La Corée, etc. Donc, on a effectivement des marchés en Asie qui peuvent aussi, pour un investisseur global, offrir de la diversification. Exactement. Très clair. Bon, si on regarde l'Europe, justement, quels peuvent être les catalyseurs en provenance de l'Europe qui pourraient participer à rebalancer un petit peu ces portefeuilles? Alors le premier, il est sur le continent européen, donc il faut en parler, parce que je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs internationaux en particulier sont retirés de l'Europe, c'est évidemment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bon, là, on n'a absolument aucune certitude, mais Donald Trump, candidat, nous avait dit qu'il résoudrait le conflit en 24 heures. Après, il a fait un peu marche arrière en 6 mois. En tout cas, si on va dans ce sens-là, s'il y a un cessez-le-feu, s'il y a des discussions qui se mettent en place entre les deux camps... On sait aussi que les Américains jouent un rôle très important en finançant l'Ukraine, donc ils ont aussi la possibilité dans la négociation. Ça est vraiment, je pense que ça pourrait aider effectivement des réallocations vers l'Europe. Vous n'allez pas avoir une exposition très forte à une région dans le monde. C'est vrai que nous, on regarde avec des yeux d'Européens, mais si vous vous mettez à la place d'un Américain ou à la place d'un grand fonds en Asie,
vous prenez pas le risque d'avoir une trop forte exposition à l'Europe avec... Ne serait-ce que parce qu'il y a ce géopolitique. conflit de haute intensité qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Exactement. Ouais. Bon, première, première étape ou première hurdle, première haie à franchir, effectivement, la prime de risque géopolitique qui pourrait peut-être se dégonfler un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme catalyste potentiel devant nous, Roland? Après, je regarderai, quand je regarde un petit peu ce qui a souffert sur 2024, en particulier dans les résultats, je vois beaucoup de secteurs, le luxe, la chimie, l'automobile, quelques industries, évidemment métaux et mines, qui sont en lien avec la Chine. Et la Chine, c'est évidemment très important, l'économie chinoise, la demande chinoise, le consommateur chinois pour les entreprises européennes. Et là, de ce point de vue-là, on voit effectivement qu'il y a un problème structurel en Chine, des risques déflationnistes. Il y a eu déjà des annonces qui ont été faites. Visiblement, en tout cas, on n'a pas l'ordre de grandeur, c'était pas très clair, c'est pas assez pour rassurer complètement les marchés. On ne le voit pas encore, ça prendra certainement du temps sur les résultats. Moi, je pense que ce qui peut se passer, si la Chine vient avec un bazooka, un plan très, très important de relance de son économie, de soutien de son consommateur. Alors, il y avait les élections américaines, peut-être une raison pour laquelle, effectivement, ils y sont allés, mais tout en gardant peut-être un peu sous la pédale. Les élections sont passées. Maintenant, Trump est au pouvoir. Il avait menacé de taxe de douane de 60%. Et la Chine attend peut-être de voir comment que Trump clarifie un petit peu cela pour essayer effectivement d'avoir une annonce. La date que j'ai en tête, la prochaine date, alors je ne sais pas s'il y aura des annonces, mais en tout cas le 5 mars, il y aura le nouveau congrès. Ouais. Ça peut être effectivement un moment où il y aura des annonces qui peuvent être faites, mais après effectivement ça peut être plus tard. Ouais. Et ça, je pense effectivement si le gouvernement chinois arrive à rassurer les marchés en disant voilà, on va y aller, on va supporter notre économie, on va supporter notre consommateur. Je pense que là aussi, l'Europe, pour le marché européen, en bénéficierait plus que les Américains. Ah ouais, j'entends. D'autres catalystes ? Dans la liste, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Non, le dernier, c'est un peu ce qu'on a vu les 15 premiers jours de l'année, c'est-à-dire le marché qui se fait un petit peu peur sur l'économie américaine. On a une économie américaine qui va très très bien. Et là-dessus... Donc là, c'était la séquence taux, hein. C'est ça, sur les 2 premières semaines de janvier, effectivement. Et du coup, on se dit, on a une économie qui va bien, un marché de l'emploi qui est avec un chômage qui est très bas. Rajoutez à ça les baisses de taux d'imposition, la dérégulation, des taxes de douane et une politique migratoire restrictive. Tout ça, ça pourrait effectivement... le risque de surchauffe, quoi. Surchauffe ou de crainte d'inflation. Donc là, effectivement, les attentes... On n'a pas besoin d'avoir Powell qui parle. Même les attentes sur la Fed à moyen terme peuvent changer. Les taux peuvent effectivement remonter. C'est un risque. Je ne dis pas que c'est le scénario central, mais c'est un risque. Ce qu'on a vu les 15 premiers jours de l'année. Ce qu'on a vu aussi fin 2022. Quand le Nasdaq avait fortement décroché, parce qu'on a des valeurs à duration longue, des valeurs de croissance. Voilà. Et l'Europe s'était beaucoup mieux comportée et avait surperformé durant cette séquence. Value, duration plus courte. Exactement. C'est ça. Bon, terminons sur DeepSeek. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour l'Europe ? Le patron d'ASML, Christophe Fouquet, dit que tout ce qui fait baisser le coût de l'IA, c'est très bon pour lui. Alors effectivement, je pense que là où ça peut être bon, si on regarde vraiment d'un point de vue US-Europe, je pense que déjà, c'est vrai qu'il y avait tendance de la part des investisseurs à aller que sur les US pour jouer l'intelligence artificielle. Là, on se dit, si les Chinois l'ont fait, peut-être demain les Européens vont arriver avec aussi des solutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça a amené un coup de pression sur certaines entreprises, en tout cas certaines parties de l'intelligence artificielle, en particulier les semi-conducteurs, etc., aux États-Unis. Et puis, je pense que comme ça a créé un peu d'incertitude, on se dit effectivement que peut-être que l'histoire qu'on nous a vendue sur l'intelligence artificielle et sur les grandes valeurs américaines est peut-être un peu moins certaine que ce qu'on avait en tête. Donc ça peut-être mettre un peu plus en tout cas une prime de risque un peu plus élevée sur cette légèrement. Ça rejoint le point, l'idée qu'il y a peut-être des fragilités dans le marché américain qui méritent une prime de risque qui n'existe pas ou qui n'existait pas jusqu'à présent, quoi. Et après, la tech européenne, c'est quoi ? Globalement, c'est deux entreprises. ASML, SAP. Voilà. Elles sont plutôt... Les deux vont bien, hein. Voilà. Les deux, a priori, ne sont pas confrontés en direct avec DeepSeek. Donc ça, c'est effectivement un point intéressant. Mais juste sur DeepSeek, attendons de voir les résultats des entreprises américaines, parce que c'est vrai que une news en chassant une autre, si elles arrivent avec des résultats impressionnants, on sera vite passé à autre chose.
Microsoft, on verra, c'est ce soir. On n'imagine pas que le business model de Microsoft ne va pas s'effondrer parce que DeepSeek ou une autre IA d'ailleurs arriverait sur le marché en baissant les coûts, même si c'est par 25. On suivra ça ce soir. La séquence de résultats ne fait que commencer. Merci beaucoup Roland. Roland Caloyan qui est avec nous pour évoquer ces marchés européens et cette stratégie action européenne. Vous en êtes le responsable chez Société Générale CIP.